Donc, mon sujet, c'est les biomédicaments et les vaccinations. Donc, il y aura pas mal des questions. N'hésitez pas à interagir, à répondre, à poser des questions. Alors, moi, je suis rhumatopédiatre. En fait, je suis plutôt pédiatre rhumatologue. C'est toujours la diatrie parce qu'on est pédiatre à la base et puis avec une surspécialité en rhumatologie pédiatrique. Je suis autant passionnée que ma collègue et amie Anne Loz. Et donc, je suis à Bicêtre. C'est un centre de référence pour les maladies auto-inflammatoires. Mais nous avons beaucoup, beaucoup de patients avec maladies auto-immunes et en particulier avec arthrite juvénile. Donc, on parlera un peu plus de ce cas de figure parce que c'est surtout dans cette indication qu'on utilise pas mal les médicaments ciblés et les biothérapies. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu le spectre des maladies qu'on voit en rhumatologie pédiatrique. On a principalement des arthrites juvéniles, mais on a aussi d'autres maladies auto-immunes comme le lupus et des maladies auto-inflammatoires bien plus rares comme des fièvres récurrentes héréditaires. Donc, on va faire un petit focus, mais vraiment très, très court sur l'arthrite juvénile ou plutôt sur les arthrites juvéniles parce que ça, en effet, ce n'est pas une maladie, mais c'est plutôt un groupe assez hétérogène aussi de maladies. Donc ça, c'est une classification qui est un peu ancienne, mais toujours utilisée. Et donc, vous voyez qu'on a une arthrite systémique, donc une arthrite avec beaucoup des signes systémiques, c'est-à-dire de la fièvre, des adenopathies, des éruptions, qui est une maladie un peu à part, qui fait plutôt partie des maladies auto-inflammatoires. Et ensuite, donc, on a d'autres formes, dont les oligos, c'est-à-dire jusqu'à quatre articulations touchées. Il y a une faute d'orthographe, pardon, et les polyarthrites à partir des cinq articulations touchées, qui sont surtout des polyarthrites factorosmoïdes négatives chez l'enfant, qui représentent les groupes majoritaires, donc avec environ deux tiers de malades. Mais on a aussi des arthrites avec anthésite ou les spondylarthrites, qui ressemblent à la spondylarthrite dès l'adulte, les arthrites psoriasiques, et puis quand on n'arrive pas à les caser, on a des arthrites indifférenciées, en sachant que, comme vous voyez, la plupart de ces formes, à part la spondylarthrite, touchent principalement les enfants de sexe féminin en bas âge. Donc, on va adapter le traitement par rapport au type d'arthrite. Le délai diagnostique est un facteur important. Et je pense que ça représente un des facteurs de mauvais pronostics les plus importants parce que plus le délai diagnostique est long et plus on va avoir du mal à mettre en rémission la maladie. Rémission qui est notre cible, notre objectif. Vous imaginez, ça l'est chez l'adulte, encore plus chez l'enfant. On veut une rémission complète, zéro signe d'activité de la maladie. Et puis, on va prendre en compte aussi, dans notre choix des traitements, l'association avec l'uvéite, qui est une complication fréquente de l'arthrite juvénile, et d'autres comorbidités. Donc, le traitement doit être précoce, hein. Donc, c'est vrai que le méthotrexate, c'est un médicament qui est encore très utilisé, surtout en première intention. C'est un immunomodulateur, mais on va vite aux biomédicaments, donc ce sont surtout les anti-TNF. Alors, nous, vous verrez, on en a moins en pédiatrie pour lequel on a l'AMM, mais on fait aussi du hors AMM, il faut être honnête. Mais en gros, les médicaments sont arrivés chez l'adulte et nous, on s'en est inspiré. Et donc, même si on est un peu en retard, l'arsenal thérapeutique s'est aussi bien étoffé en pédiatrie également. Donc, on a principalement les anti-TNF, qui sont souvent les biomédicaments de première intention de l'arthrite juvénile, à part la maladie systémique. On verra juste après. Donc, avec plusieurs molécules, l'étanercept, l'adalimumab et le golimumab qui ont l'AMM, avec évidemment des posologies différentes et un intervalle aussi d'injection différent. Ça, c'est une diapositive qui commence à être, à mon avis, bien ancienne parce que désormais, même en pédiatrie, les biosimilaires sont arrivés. C'était juste pour vous montrer pour les molécules princeps qu'il y a plusieurs posologies. Donc, pour le taniercept, l'Ambrel, c'est le seul en fait qui a à la posologie pour les enfants en bas âge de 10 mg, mais tous les autres, on les retrouve aussi pour le biosimilaire. Et l'Humira, on a également plusieurs biosimilaires qu'on utilise désormais, qui sont bien rentrés en pédiatrie, avec les mêmes posologies, les mêmes modalités d'administration. Ben, il y en a certaines qui font plus mal que d'autres, donc on adapte un peu. Mais en termes d'efficacité et d'effets indésirables, on est absolument sur les mêmes.
Donc, on a d'autres médicaments également, comme chez l'adulte, l'anti-L6, le tocilizumab ou Actemra, avec plusieurs indications et plusieurs posologies, que ce soit la forme polyarticulaire ou la forme systémique, l'abatacept, l'anti-CTLA4, qu'on peut faire comme pour le TOCI par voie endoveineuse ou par voie sous-cutanée. Encore une fois, avec des posologies différentes, nous, on est beaucoup par rapport au poids, donc on s'adapte par rapport au poids. Et on a un AMM qui commence quand même assez tôt, à partir de l'âge de 2 ans. Et alors, pour la maladie de style, la G systémique et les maladies auto-inflammatoires, on est plutôt sur un ciblage d'autres molécules de l'inflammation, d'autres cytokines, c'est surtout l'interleukine 1, des médicaments qui sont utilisés désormais très tôt dès le diagnostic, dès la maladie, parce qu'on veut stopper l'inflammation très vite pour pouvoir mettre en rémission les patients et pouvoir arrêter le traitement. Ça arrive désormais de manière assez précoce. Donc l'anakinra ou Kineret, qui a l'indication pour la J systémique, mais aussi pour d'autres maladies auto-inflammatoires, et le canakinumab, qui est toujours un anticorps anti-IL1. C'est un anticorps monoclonal humanisé, comme tous les MAB, comme vous disiez, Chloé, euh, qui a, pareil, les mêmes indications. Donc, on l'utilise, mais plutôt en deuxième intention, parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir une demi-vie longue peut être aussi un inconvénient, surtout en cas d'infection ou en cas d'autres complications. Et puis, le coût est quand même beaucoup plus cher. Et donc, on a des dosages également pédiatriques avec la seringue de Kineret qui est dosée tous les 10 kilos. Et puis, le poudre solvant pour l'Hilaris. Alors, la particularité des injections chez l'enfant, oui. Alors, c'est vrai que les buts, c'est d'avoir un traitement qui soit euh, bien toléré et bien supporté. Donc, on met tout en place pour que les injections se passent bien. Donc, il faut quand même passer, mais ça, je pense que vous connaissez même mieux que nous, à mettre un anesthésique local. On propose tout un tas de choses, surtout pour les injections douloureuses comme les Kineret, de sortir le produit à l'avance. On peut aussi appliquer du froid, appliquer des pommades cortisoniques, antihistaminiques. En fait, il y a plein de recommandations pour que l'injection soit bien tolérée sur le plan local et en particulier sur le plan de la douleur. Alors, les traitements ciblés, donc les molécules chimiques, les inhibiteurs de JAK, on en a parlé dans l'introduction avec Chloé. On a des médicaments qui sont arrivés aussi en pédiatrie. Là, vous voyez, c'est une diapo d'il y a quelques années. La liste s'est beaucoup étendue. Pour l'instant, en pédiatrie, ce sont surtout les deux premières molécules que vous voyez, le tofacitinib et le baricitinib, qui ont l'AMM pour les arthrites juvéniles, mais nous avons d'autres études qui sont en cours qui vont permettre, on espère bientôt, d'élargir l'approbation de ces médicaments. Et donc, pour l'instant, ce sont surtout le tofacitinib qui est donné en 2 prises par jour avec des posologies différentes selon l'âge, mais plutôt en deuxième, voire troisième intention quand les autres traitements de fond, les biothérapies en particulier, sont en échec et le baricitinib qui a les mêmes indications. Alors, vous voyez, la liste des médicaments, c'est étendu de plus en plus. Donc là, vous avez les anti-TNF, l'anti-L6, l'abatacept, l'anti-L17 est arrivé aussi en pédiatrie et commence à être de plus en plus utilisé. Et voilà, donc je pense que cette liste, bientôt, ne pourra plus rentrer dans une seule diapo, comme c'est le cas chez l'adulte. Alors, pour les cas cliniques, je vous propose, comme ça, on le fait un peu interactif et vous n'allez pas vous endormir. On va essayer de le faire sur Mentimeter et si jamais ça ne marche pas, je reprends le diaporama. Alors, on va essayer un ou deux cas. Donc, je vous propose, donc, pour les gens qui se sont connectés un peu en retard, si vous avez votre portable à côté, donc vous tapez Mentimeter et vous mettez ce code 83 67 61 22. Donc, si jamais ça ne marche pas, je vous propose de nous l'écrire sur le chat. On va essayer. Je vous lis la question. Non, c'est l'histoire d'une petite fille, hein. Ça, c'est vraiment de la pratique courante à laquelle vous pouvez être confronté. Elle a une arthrite juvénile, elle est traitée par un TNF, peu importe lequel.
Et donc le papa, les vacances de Noël s'approchent bientôt. Il a de la fièvre, ainsi que sa sœur, avec des signes ORL, une toux, une rhinite. Le médecin leur a donné un traitement symptomatique, pas d'antibiotiques. Apparemment, c'était une histoire virale. Et donc, au bout d'une semaine, la petite Julie a les mêmes symptômes. Et on a une fièvre qui persiste à J3. C'est le jour de l'injection, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ça marche. Super. Alors, est-ce que vous faites l'injection car seulement un virus? Votez. J'espère que ça marche. Et essayez de ne pas regarder la réponse des autres parce que parfois, en plus, on s'est fait piéger. La question n'apparaît pas sur Menti, on nous dit. Ah, dommage. On va réinitialiser. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Vous pouvez le mettre sur le chat ou pas? J'ai l'impression que la connexion, ça marche. Ça J'ai ne l'impression marche que la pas? connexion est pas stable, ouais. Ah, Ah, trop je suis désolée. dommage. Et bon, alors on l'a fait un peu à l'ancienne. Ouais. Du coup, je te repartage l'écran? Oui, non, si tu te déconnectes, Oui, départages, je veux dire. Ok, ben alors je remets je suis désolée. Non, bah dommage. C'était plus sympa en effet de vous faire voter. Alors, vous voyez le partage? Béatrice, tu peux juste me dire si Oui, c'est excuse-moi, oui, oui, c'est tout bon. Oui, un oui, oui, on le partage? voit bien, Très excuse-moi. bien. Ok, donc la question était oui, non. Si on fait l'injection, bah, vous allez le mettre dans le chat. Et alors, si quelqu'un m'aide comme ça pour dire quelle est la majorité, Alors, parce pour que le je moment, c'est peux plus il y a un non, plus des noms. plus des noms. Bah, bravo, très bien. Parce qu'en effet, bah, déjà, chaque patient est un individu à part. Donc, on ne va pas se baser sur ce qui a été fait chez le papa, chez la sœur. Donc, un traitement par biothérapie lors d'une fièvre. Ben, certes, ça peut être viral, mais dans tous les cas, on ne va pas faire l'injection et on va aller plutôt voir le médecin. Alors, ça, c'est un autre cas. Vous voyez, c'est des cas un peu similaires parce que c'est vraiment notre quotidien, le nôtre et le vôtre aussi d'infirmier et infirmière. Donc, c'est un petit Lucas qui a 4 ans. Il a pareil un traitement par un TNF. Il a une infection pulmonaire, il a une pneumopathie, donc il est sous antibiotiques. Il a commencé les antibiotiques déjà depuis 24 heures. Et alors, vous proposez de ne pas faire l'injection. Est-ce que vous avez raison ou pas? Je vais demander l'aide à mes collègues pour me donner Ouais. les Oui, il réponses. y a des oui, Oui, vous avez raison. majoritairement Bon, oui, ouais. c'était un peu tourné d'une manière à vous piéger, mais oui, en effet, on ne va pas faire l'injection. Bah, c'est une infection bactérienne jusqu'à preuve du contraire. On vient de commencer les antibiotiques, c'est trop tôt, donc on ne fait pas l'injection. Alors, c'est le cas numéro 2 bis. Alors, le cas, cette fois-ci, bah, il est un peu fragile, hein, donc il a des antibiotiques pour une otite. Il a commencé depuis 4 jours cette fois-ci. Il n'a plus de fièvre, mais il a toujours le nez qui coule. Encore une fois, c'est le jour de son injection. Bah, souvent, ça tombe le week-end, hein, donc on n'est pas trop disponible. Et alors, vous décidez de ne pas faire son injection cette fois-ci. Est-ce que vous avez eu raison ou pas? Oui, plutôt des oui. Plutôt des oui. Oui. Alors moi, peut-être que je me trompe, j'aurais dit non. Je retourne en arrière. Alors pourquoi non? Parce que en effet, alors là, alors c'est vrai, on est d'accord, l'otite à cet âge peut être bactérienne. Il a quand même des antibiotiques depuis 4 jours, donc a priori il est traité. Il n'a plus de fièvre, donc on peut faire l'injection. On est plutôt rassuré parce qu'il est déjà sous traitement. Alors, qu'est-ce qu'on retient? En général, on va dire qu'il y a quand même un risque de surinfection, même si je suis honnête avec vous. C'est un message qu'on donne à chaque fois, mais je ne sais pas si Anne sera d'accord avec moi, mais en tout cas, au moins en pédiatrie, on a vraiment peu d'inquiétudes et avec l'expérience, bon, on voit peu d'infections. Je dirais qu'ils sont un peu plus fragiles sous méthotrexate, même s'ils ne font pas d'infection sévère. Mais sur biothérapie, certes, le risque d'infection existe, donc on va quand même prendre toutes les précautions. L'important, c'est de consulter, surtout s'il y a une fièvre qui traîne, qui persiste,
Et de principe, on va donner le message qu'on ne fait pas d'injection de biothérapie lors d'une infection en cours. Alors, comment on prévient? Bah, c'est les mêmes recommandations que vous a donné ma collègue Anne, hein. Donc, on fait les mêmes choses exactement chez l'enfant et chez l'adulte. On dépiste la tuberculose, surtout avec les anti-TNF. On s'assure qu'il n'y a pas d'infection intercurrente, qu'il n'y a pas d'antécédent d'infection bactérienne sévère. Et puis, on essaie de vacciner au maximum. Donc, toujours la vaccination antipneumococcique et antiméningocoque. On a deux vaccinations désormais qui sont recommandées, le méningocoque B et le AYWC, le numéro X. Et ensuite, on vaccine tous les ans contre la grippe, plus ou moins le Covid. Et quand on est sous biothérapie en cas d'infection, on essaie quand même d'avoir un examen clinique rapide, plus rapide qu'un enfant tout vénin qui n'a pas ce type de médicament. On suspend de manière temporaire de principe le traitement et on a quand même une antibiothérapie un peu plus facile. Alors là, cette fois-ci, c'est la varicelle. Non, c'est une petite Camille de 2 ans et demi. Elle est sous biomédicaments pour anti-inflammatoire. Et alors, l'école, qui a été quand même un peu avertie, prévient les parents qu'il y a des cas de varicelle dans la classe. Alors, est-ce que vous conseillez de retirer Camille de l'école le temps de l'épidémie des varicelles? Parce qu'on sait que, bon, il y a un patient, bah, il y a un cas, bah, la varicelle est très contagieuse, donc ça va se diffuser assez rapidement. Il y a des réponses. Alors, il y en a que ça commence. Alors, il y a un non. Mettez des réponses, ça, bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, c'est pour discuter. Non, non, rien d'autre. Bon, on va dire qu'on va pas les retirer. Bon, déjà, ça fait 3 jours, donc bon, désormais, vous savez que la varicelle est contagieuse même avant d'apparaître, quelques jours auparavant. Donc, probablement, c'est trop tard. Donc, pas la peine de la retirer de l'école. Alors, est-ce que vous arrêtez le traitement de fond, par contre, attendant que la varicelle apparaisse? C'est un peu frustrant parce que moi, j'ai juste Ah, mon il y a des écran, je noms. vois personne. Il y a des noms. Il y a des Il y noms, a bravo. Ben, un c'est oui non. et des noms. Mm. D'accord. Alors, je dirais plutôt non, parce qu'en effet, bon, d'une part, on n'est pas sûr. D'autre part, ça n'a pas de sens, en fait. Il faudra plutôt avoir le réflexe de traiter si jamais la varicelle apparaît. Alors, bah, c'était prévu. Camille a des boutons de varicelle. Est-ce que vous conseillez d'aller aux urgences le soir même? Non. Il y a un non, un oui, un non, un oui. Majorité de non. D'accord, majorité des noms. Ben, on est d'accord. Alors, ce n'est pas une urgence vitale. On ne va pas aller aux urgences pour attraper d'autres infections. Pas la peine. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'informer le médecin référent. Alors, même de prévenir le médecin référent, parce qu'en effet, on peut envoyer une ordonnance au préalable de acyclovir, donc un antiviral, pour que dès l'apparition des boutons de varicelle, le patient soit traité. Il y a aussi une possibilité, si on est vraiment dans un comptage très précoce, de faire la vaccination. Alors ça, c'est un peu débattu dans le sens que, a priori, on le verra tout à l'heure, la varicelle, c'est un vaccin vivant. Alors, il n'est pas vivant comme la fièvre jaune. Donc, c'est discuté dans le sens que il y a eu quand même des vaccinations sous biothérapie sans problème. De principe, on ne fait pas la première dose de vaccination sous biothérapie, mais ça peut se discuter. Donc, l'important, c'est de prévenir le médecin référent dès qu'il y a le comptage, même, je dirais pour discuter des possibilités thérapeutiques. Lors de la varicelle, on ne fait pas la biothérapie et surtout, mais ça vous le savez, en général, on ne donne pas d'INS. Alors, une petite Juliette, elle a 8 ans. On demande de faire des prises de sang régulièrement. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les présentations précédentes. Elle est sous du médicament, donc on va quand même contrôler de temps en temps la prise des sangs. Alors, les parents ne savent pas comment interpréter les résultats. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous avez des idées? Alors là, il y a un hémogramme. Ah bah pardon, bah, je vous ai mis la réponse. Bon, allez, je pensais que c'était la diapo suivante. Donc, on va regarder principalement les leucocytes parce qu'en effet, les taux de leucocytes peuvent baisser, les neutrophiles et les lymphocytes. Et ensuite,
Est-ce que vous regardez aussi d'autres choses? Un bilan hépatique. Oui, le bilan hépatique. Alors, la CRP, on la demande, hein, mais c'est plutôt pour voir l'activité de la maladie. Alors, c'est vrai que le bilan hépatique. Alors, je vous avoue qu'en pédiatrie, on fait des bilans sanguins sous biothérapie tous les 6 mois. On a très rarement des anomalies de la fonction hépatique ou des transaminases. C'est plutôt avec le méthotrexate. Mais de principe, on contrôle tous les 6 mois. Alors, surveillance biologique, voilà, ça vient. Ça dépend du biomédicament. Les surveillances sont un peu plus rapprochées si le traitement est par voie endoveineuse, comme l'infliximab par exemple, ou le tocilizumab. Donc, on va vérifier surtout l'hémogramme, les transaminases. Et une fois que voilà, les contrôles sont bien, il n'y a pas de souci, c'est tous les 6 mois, avec également le bilan lipidique, en particulier pour l'antiélan dans le Kineret et Oilaris et le tocilizumab, le Ractembra, et la fonction rénale également. Alors, encore quelques cas. Le petit Lilien qui a 2 ans, lui, il a des injections toutes les semaines. Alors, les injections lui font mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vérifie que le produit soit bien frais. Ça lui fera moins mal. J'applique du froid sur la peau 10 minutes avant l'injection. J'applique une crème anesthésiante 10 minutes avant l'injection. Je lui propose de voir un dessin animé lors de l'injection pour se distraire. Je pense que je vous ai déjà donné quelques indices tout à l'heure. Alors, on a, j'applique la crème et le dessin animé. Sinon, si on a, bah, B, C, D, CDB, ouais, un peu tout, ouais. B, C, D, ouais, Bon, personne CDB, n'a mis du A. Très non, bien, oui, parce ouais, que au contraire, il faut sortir le produit à l'avance, vous savez, du mmh, frigo. Et alors, sachez que les biothérapies, la grande majorité, hein, Etanercept, adalimumab, on peut les sortir bien en amont du mmh, frigo, même le matin pour l'après-midi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas faire l'aller-retour, on le sort, on le remet au frigo. Mais il ne faut pas que le produit soit trop frais, parce que plus l'injection est froide, plus ça fait mal. Le froid, ça peut marcher, surtout avec le Kineret, par exemple, qui donne des réactions au point d'injection, on le conseille. Alors, le patch, c'était un peu un piège, c'est-à-dire qu'en effet, oui, bien sûr, on applique un patch, mais 10 minutes avant, c'est pas assez. Donc, il faut le mettre au moins 1 heure à l'avance et sur la peau noire, même 1 heure et demie, parce que la peau est plus épaisse. Donc, pour que le médicament marche, il faut quand même plus de temps. Et ensuite, alors la distraction marche super bien. Alors, habituellement, à 2 ans, on ne va pas donner des portables, mais lors de l'injection, ça peut être utile de montrer un petit dessin animé, écouter une chanson. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui marche très bien, c'est la distraction. Donc ça, c'était les réponses. Alors, un enfant de 5 ans qui a du Kineret, il a une FMF, c'est pour fièvre utérine familiale. Habituellement, c'est la colchicine qu'on donne dans cette maladie, mais il y a quelques cas résistants et donc il y a l'indication au traitement par anti-Héla. Alors, comme vous voyez là sur la photo, il a quand même des grosses réactions au point d'injection. On est sur une phase un peu d'initiation du traitement. On est encore à 2, 3 semaines du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que vous proposez de discuter avec le médecin référent de l'arrêt du Kineret parce que les réactions sont trop importantes? Vous suggérez de changer de produit. On a entendu tout à l'heure qu'il y a un autre produit qui ne donne pas ce type de réaction. On met une crème antihistaminique après l'injection. On peut mettre de la glace et on peut mettre aussi des corticoïdes locaux avant l'injection. Il y a plusieurs bonnes réponses. Notez le A, B, C, D, E dans le chat. alors la crème, la glace et puis les corticos locaux. Sinon, il y a, discuter avec le médecin de l'arrêt, bah, ABCD ou ouais, ABCD 2 fois, ouais. Alors, le B, je vous disais tout à l'heure, le B, ben, en gros, il n'y a pas beaucoup d'anti-L1. Donc, si ce n'est pas le Kineret, on passe à l'Ilaris. Il n'y a pas encore de biosimilaire à ma connaissance. Donc, je vous disais, c'est un produit qui coûte 12 000 € l'injection. Euh, on n'y va pas tout de suite. C'est-à-dire, on n'y va pas à cause d'une réaction au point d'injection parce que habituellement, ces types de réactions passent et c'est quand même assez spectaculaire au bout de 3, 4 semaines maximum. Donc, il faut faire en sorte que le premier mois de traitement, les injections se passent bien et prévenir le patient et la famille qu'en effet, il y a ce type de réaction, c'est connu, ça va passer, il faut les rassurer.
Alors, on discute avec le médecin référent de la radio-kinérette, oui, pourquoi pas, mais habituellement, pas dans cette phase, dans le sens qu'on, voilà, si on est dans une phase un peu d'initiation, il faut laisser le temps que le corps s'habitue aux injections et donc que ces réactions passent. Alors, par contre, on a plusieurs systèmes. La glace, on en a parlé, et puis on peut mettre soit des antihistaminiques, soit des corticoïdes avant ou après l'injection. Donc, les deux sont utiles. Nous, on met souvent des corticoïdes après l'injection, ça marche très bien, ça atténue la réaction. Alors, encore un cas, on est toujours dans des maladies auto-inflammatoires, une maladie très rare à une cryopyrénopathie qui donne des fièvres, des urticaires, des atteintes articulaires. Encore une fois, on est sur un traitement par Kineret et on s'est rendu compte qu'il y a une mauvaise observance. C'est quand même assez fréquent chez les adolescents. Alors, quels sont les éléments qui pourraient favoriser une mauvaise compliance d'après vous chez ce patient qui est traité par Anakinra ou Kineret? Donc, un hirsutisme secondaire aux injections, des injections quotidiennes, une asthénie secondaire aux injections. On a souvent des patients qui nous disent, ouais, mon fils est fatigué après les injections. L'auto-injection, c'est un ado, on propose d'habitude, ou une prise de poids importante. Encore une fois, il y a plusieurs bonnes questions, bonnes réponses. Alors, BCD, ABE, ABCD. Donc, Alors, pour moi, les bonnes réponses seraient celles-là. Anne, tu me diras si tu es d'accord. Alors, l'hirsutisme avec la Anakinra, non. C'est plutôt un effet qu'on voit avec d'autres médicaments, la corticothérapie, la cyclosporine, mais pas avec ce type de produit. C'est peut-être l'adolescence, donc il faut penser à autre chose. Les injections quotidiennes, ça oui, parce qu'il y a quand même une pénibilité, hein. C'est pénible, surtout au début, quand les injections sont douloureuses. L'asthénie secondaire aux injections, non. Au contraire, on enlève l'inflammation, donc a priori, on est censé ne pas être fatigué. L'auto-injection, c'est possible, donc il ne faut pas hésiter, en effet, surtout dans l'initiation du traitement, à faire recours, à faire appel aux infirmiers, infirmières. Et puis, une prise de poids importante, alors c'est possible, c'est rapporté. Sous anti-L1, ces maladies auto-inflammatoires, les patients peuvent en effet prendre du poids. Mais donc, on ne pourra pas arrêter le traitement. Il faudra faire en sorte de mettre en place des mesures pour mieux contrôler le poids. Donc, juste pour vous comparer les deux médicaments, les deux anti-L1, donc on a dit Kineret, c'est celui qui s'est fait en injection quotidienne, avec ces réactions aussi d'injection qui sont quand même assez fréquentes, avec une douleur, une rougeur, un prurite. Mais c'est vraiment des effets transitoires. Donc, il faut rassurer les familles, le patient et les parents. Il y a cette histoire des prises de poids qui est possible. Les infections des voies aériennes supérieures sont assez fréquentes, mais c'est rarement des infections sévères. Et puis, les autres effets biologiques sont quand même rares. Donc, avec le canakinumab, on a moins ces problèmes de douleur lors de l'injection. Et en termes d'effets indésirables, par ailleurs, ils sont comparables. Donc, même efficacité, meilleure tolérance locale pour l'hilaris, mais le coût très élevé. Donc, comment on améliore la tolérance locale? Je pense qu'on en a déjà parlé. Tout ce qu'on peut faire, on le met en place chez les enfants. Il ne faut pas qu'ils se laissent de leur traitement, l'EMLA ou équivalent, les crèmes antihistaminiques et corticoïdes avant ou après. On sort le produit du réfrigérateur à l'avance. On varie les sites d'injection. On met en place de la relaxation, parfois de la sophrologie, même l'hypnose, ça peut marcher. Toutes les techniques de distraction sont très, très bonnes. Et puis, on change de thérapeutique quand vraiment on ne s'en sort pas. Je pense que vous connaissez le dispositif Sparadrap. Ça, c'est l'abeille qui vibre. Alors, c'est devenu un peu cher, mais on peut la proposer. Ça peut être utile, en effet, lors des injections douloureuses. Et puis, bien évidemment, le rôle de l'éducation thérapeutique du patient. Alors, encore quelques cas. Vous méditez non, je pense qu'on a encore le temps. oui. Un petit Amir de 9 ans. Donc, il a une fièvre utérine familiale homozygote. Donc là, vous avez les mutations qui sont associées à la forme la plus sévère. Donc, il a cette résistance à la colchicine. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Et donc, on met en place l'anakinra, le Kineret. Et ça, c'est son carnet de vaccination qui est un peu vide parce que d'habitude, les pages sont bien remplies chez les enfants. Donc, il a eu, je vous rappelle, il a 9 ans.
Donc, il a eu l'hexavalent, l'Infarix hexa, les premières années des vies, c'était un enfant d'il y a quelques années. Il n'a pas eu le BCG, il a eu une dose de Priorix, le ROR, pas d'autres vaccinations. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre à jour avant la mise d'un Thielin chez ce garçon? Donc, on aurait fait le BCG qui a refait à la naissance. On fait le Prévenir 13 et le Pneumovax. On fait une dose de varicelle si jamais faite. On met à jour le ROR et on fait un rappel du DTP. Je vous laisse réfléchir. Prenez le temps. Alors, on a le Prévenard, la mise à jour du ROR et le rappel du DTP. Alors, pourquoi je n'ai pas mis le rappel du DTP? Parce que, en effet, c'est un vaccin non vivant. Donc, je veux dire, ce n'est pas urgent de le faire avant la mise en place de la biothérapie. Ça peut être fait après aussi. Alors, l'erreur de principe, oui, mais on a quand même de nouvelles recommandations qui nous disent que s'il a eu la première injection, on peut le faire aussi sous biothérapie. Mais c'est sûr que si on a le temps et qu'on n'est pas dans l'urgence, il vaut mieux le mettre à jour. Et puis, la varicelle, en effet, on va dire qu'il n'a pas eu de varicelle, parce que s'il a eu la maladie, on n'a pas besoin de faire la vaccination. Et par contre, s'il n'a jamais contracté la maladie et qu'il n'a pas fait des vaccins, il vaut mieux faire la première dose de varicelle avant la mise en place de biothérapie, attendre 2 semaines, et puis faire le rappel sous biothérapie. Et vaccination très importante contre le pneumocoque. Alors là, Anne vous disait tout à l'heure qu'il y a le Prévenir 20 qui est arrivé chez l'adulte. On commence à l'utiliser chez l'enfant. Donc, il va remplacer le Pneumovax. Le problème, c'est que, il n'est pas remboursé encore chez l'enfant et c'est un vaccin qui est quand même un peu cher, coûte aux alentours de 60 euros. Donc, parfois, nous, on le fait à l'hôpital, mais on n'en a pas tout le temps. Donc, pour l'instant, les récos, c'est encore Prévenir 13. Et si ça n'a jamais été fait auparavant, ou qu'on est à plus de 5 ans de la dernière injection de Prévenir 13, et Pneumovax. Mais je pense que bientôt, ça arrivera aussi le Prévenir 20 chez l'enfant. Alors, sous un Thielin, peut-être que je vous ai un peu anticipé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme vaccination? Le BCG, l'hépatite B, la varicelle, le ROR, le DTP. Je pense que tout le monde va dire DTP parce que je viens de le dire. J'avais oublié que j'avais une Alors, le deuxième question. BCG et le DTP. Alors, le BCG, attention. L'hépatite aussi, l'hépatite et le DTP. Et OK. BCDE. Alors, le BCG, non, parce que c'est un vaccin vivant. Donc ça, on ne le fait pas sous un Thielin. L'hépatite B, oui, on peut le faire. Le DTP aussi. Alors là, je vous ai mis la deuxième réponse possible. C'est vrai qu'on a de nouvelles recommandations. Avec l'expérience, on a vu qu'on pouvait faire la deuxième dose de vaccin vivant sous biothérapie. Mais par contre, la première dose, on ne la fait pas. Et le BCG, c'est un vaccin qui est vraiment vivant. Donc ça, on ne peut pas le faire. Alors, Myriam a 13 ans. Cette fois-ci, elle a une maladie de style. Elle est sous anti-L6, roamptemmara, tocilizumab, et n'a pas reçu le rappel DTP coqueluche des 11 ans. Et elle a eu une seule dose de ROR. Que conseillerez-vous? Elle est déjà sous biomédicament. Alors, on lui fait un rappel DTP, DTP coqueluche, et on la vaccine contre l'HPV, le gardasil. On fait la deuxième dose de ROR. On la vaccine contre la grippe et le pneumocoque. On contacte le médecin référent parce qu'on est un peu perdu avec tout ça. Non, pas de réponse. Ah, vous êtes fatigué. Trop de questions sur les vaccins. Je vous rassure, il y a quand même des calendriers vaccinales, mais c'est vrai que on sépare un peu dans notre domaine parce qu'il y a des recommandations supplémentaires pour les patients immunodéprimés, entre Alors, il y guillemets. a ABCD, les quatre. Tout. Vaccin Eh contre la ben, grippe. bravo, super. Donc, en effet, on peut tout faire. C'est-à-dire, bon, bien sûr, si on a un doute, on contacte le médecin, ça, c'est jamais un souci, mais il faut bien qu'on vous réponde, mais on fait des efforts. On vaccine, il a 11 ans, donc c'est le rappel un peu dès la sixième, donc on fait le DTP, DTP coqueluche. C'est l'âge du garde-asile, alors parfois, il faut encore les convaincre, hein,
On a encore des patients qui nous arrivent avec des cités un peu toutes faites et parfois des médecins aussi, voire des gynécos. Mais on se bat pour mettre à jour filles et garçons pour l'HPV. La deuxième dose d'Aurore, on l'a vu, on peut la faire sous biothérapie. Et puis la grippe chaque année et l'antipneumocoque. Alors, ça, c'est notre pain quotidien, je dirais. Les Français sont quand même très anti-vaccins. Les parents refusent les vaccins. Ils redoutent une poussée de la maladie. Alors, que répondez-vous? Vous avez raison, on n'est jamais assez prudent avec ces maladies immunitaires. Vous avez raison, je vous propose de faire uniquement le vaccin des TP coqueluche, qui est un vaccin non vivant. Et par contre, se pose la question, la fille a quand même des médicaments qui l'exposent plus aux infections que la population générale. Vous lui dites que c'est quand même important de le vacciner et à le docteur, encore une fois, on appelle le docteur parce qu'on ne sait pas. Ouais, donc là, c'est Ben, votre fille. bravo, Voilà. ben, c'est bien, super. Ben, on est d'accord. Donc, elle est quand même à risque. Donc, les vaccinations, déjà, c'est important pour tous les enfants, tous les adultes, mais encore plus quand on a des médicaments en fait, qui exposent à un surrisque d'infection. Alors, biothérapie et vaccin vivant. Alors, donc, le vaccin vivant, je vous rappelle, c'est le BCG, la fièvre jaune, l'aurore et la varicelle. Donc, le vaccin vivant atténué, contre-indication relative sous biothérapie, c'est-à-dire qu'on essaie de faire la première dose avant le début du traitement. On attend 3 semaines, je dirais minimum 2, si on peut. Et on peut faire la deuxième dose sous biothérapie ou méthotrexate, à exception du rituximab, qui est un anticorps chimérique un peu différent et qui donne plus d'immunodépression. On discute au cas par cas avec le médecin référent, bien évidemment. Et puis, on ne temporise pas pour le début du traitement de fond. Le problème, c'est surtout pour le BCG et la fièvre jaune, pour laquelle, pour l'instant, nous n'avons pas assez de données. Pour l'instant, il reste contre-indiqué. Alors, à propos du vaccin Gardasil 9, il est indiqué pour les filles et les garçons. Il est indiqué seulement pour les filles à partir de 9 ans. Il augmente le risque des maladies auto-immunes. Il y a eu beaucoup de polémiques au sujet de ce vaccin. Chez les patients sous traitement immunomodulateur, il faut faire 3 doses, indépendamment de l'âge, ou, la dernière, on respecte le même schéma que chez les enfants sains, c'est-à-dire qu'avant l'âge de 14 ans, on peut faire 2 doses, et à partir de l'âge de 14 ans, on faut en faire 3. Alors, on a indiqué pour les filles et garçons, et chez les patients sous traitement immunomodulateur, il faut respecter le même schéma des enfants sains, 2 fois par an. Bravo, mais c'est trop fort. Super, c'était les bonnes questions, les bonnes réponses. Alors, une dernière question. On a aussi des pharmaciens avec nous, je pense. Est-ce qu'on peut faire vacciner un enfant de moins de 11 ans? On a eu une discussion récemment à ce sujet par un pharmacien. Oui ou non? Et excuse-moi, Linda, sur la diapo d'avant, c'était la A et la E qui avaient été citées, pas la bonne Ah, réponse. Voilà, pardon, alors je pardon. reviens en arrière juste pour vous expliquer. Alors, les recommandations pour les enfants qui n'ont pas de traitement immunomodulateur, biothérapie, méthotrexate, etc., c'est avant l'âge de 14 ans, on fait 2 doses et après l'âge de 14, on en fait 3. Mais les patients qui sont sous traitement immunomodulateur, on sait qu'ils répondent moins bien, donc il faut faire 3 doses indépendamment de l'âge, que ce soit avant ou après 14 ans. J'arrive à la dernière question. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut envoyer à la pharmacie un patient de moins de 11 ans pour se faire vacciner, indépendamment du vaccin? Donc, on a plutôt des noms. Non. Ben oui. Alors, Chloé va répondre au cas où, parce qu'on a eu cette discussion, mais je me suis un peu renseignée. Ah, Donc, Chloé est on plus peut. disponible. Alors, a priori, c'est long. Alors, vous savez qu'il y a cette décision de la l'HS d'il y a 2 ans pour élargir les compétences en matière de vaccination chez les pharmaciens, mais aussi chez les infirmiers et sages-femmes pour les enfants des moins de 16 ans. Alors, moi, d'après mes renseignements, la question de 11 ans, c'est que plus de 11 ans, vous pouvez poser l'indication, le pharmacien ici. Aussi, il n'a pas besoin de passer par le médecin, alors que moins de 11 ans, on doit avoir l'indication, l'ordonnance par le médecin.
mais les pharmaciens peuvent quand même administrer. Le problème, c'est qu'il faut trouver quand même des pharmaciens volontaires pour les vaccinations. Mais a priori, c'est possible. Alors, si Chloé veut rebondir, Chloé est plus là, elle est plus connectée, elle est plus Linda, je suis connectée. désolée. Voilà, mais on en avait un peu discuté parce qu'on était resté, j'avoue, avoir eu cette question par des patients récemment. On est très embêté pour certaines vaccinations, mais en général, en fait, on nous dit, ben non, les enfants, on ne peut pas les vacciner à la pharmacie. Si, en fait, on peut les vacciner, mais il faut que la vaccination soit prescrite. Alors qu'à partir de l'âge de 11 ans, ils peuvent poser l'indication aussi et vacciner sans indication par le médecin. Donc, on retient que on va vérifier le carnet de santé. Il faut que tout le monde le fasse. Nous, on le fait, on le demande, mais souvent, ils ne les ont pas lors de la consultation. On suit les calendriers vaccinaux. Vous avez vu que les vaccins inactivés peuvent être tous réalisés sous biomédicaments, mais par contre, les vaccins vivants atténués doivent être réalisés en fait la première dose avant d'initier la biothérapie et après on peut faire la dose de rappel. On a quand même une bonne dose, une bonne réponse vaccinale sous biothérapie. On ne déséquilibre pas la maladie, pardon, et on essaie de vacciner l'entourage. Pardon.